Je m'appelle Assa. J'ai 67 ans et je vis dans le 18e arrondissement de Paris depuis plus de 30 ans. Je connais chaque rue, chaque boulangerie, chaque visage habituel de ce quartier. J'ai élevé mes enfants ici. J'ai enterré mon mari ici. Et c'est ici, dans mon propre appartement, que j'ai failli assinar quelque chose que nunca podría imaginar. C'était un mardi après-midi. Le soleil entrait par la fenêtre de la cuisine et je venais de terminer de laver la vaisselle du déjeuner. Le son de la télévision venait du salon, une émission que je n'écoutais même pas vraiment. C'était juste du bruit familier, le genre de bruit qui fait que la maison ne semble pas trop silencieuse quand on vit seul. La sonnette a retenti une fois, puis 2 fois. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, Céline était là, ma belle-fille, la femme de mon fils, Édouard. Elle souriait de cette façon qu'elle a, les lèvres larges, les yeux un peu trop ouverts, comme quelqu'un qui a répété son sourire devant un miroir. Elle portait un sac à main beige et tenait une enveloppe Kraft à la main. « Bonsoir Assa », elle a dit. Je passais dans le coin. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Je passais dans le coin. Elle habite à Vincennes. On n'est pas dans le coin l'une de l'autre. Je l'ai fait entrer quand même. C'est la femme de mon fils. Je ne ferme pas ma porte à la femme de mon fils. Elle s'est assise à la table de la cuisine sans que je lui propose. Elle a posé son sac, elle a posé l'enveloppe et elle a commencé à parler. Des nouvelles banales. Les enfants allaient de bien. Édouard était fatigué à cause du travail. Elle avait récemment changé de coiffeur. Moi, j'écoutais. Je lui ai préparé un café. Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle était vraiment là, parce que je savais qu'elle allait me le dire à son heure. Et elle l'a dit. Elle a glissé l'enveloppe vers moi sur la table, délicatement, comme si c'était quelque chose de fragile. En fait, je voulais vous demander un petit service, elle a dit. C'est juste une formalité administrative, une signature. Ça ne prend même pas 1 minute. Je regardais l'enveloppe sans la toucher. C'est en lien avec l'appartement de Bordeaux. Elle a continué. Vous savez, celui que votre mari avait. Pour régulariser les papiers, le notaire a besoin de votre signature sur un document. Ce n'est rien de compliqué, vraiment. L'appartement de Bordeaux. Mon mari Kofi avait effectivement un appartement à Bordeaux. Un petit 2 pièces qu'il avait acheté avant qu'on se marie, dans les années 80. Quand il est mort, cet appartement était entré dans la succession. Mes enfants et moi en étions copropriétaires selon les termes du testament. C'était réglé. C'était terminé. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait signer quoi que ce soit maintenant. Je lui ai posé la question directement. Quelle régularisation ? Les papiers ont déjà été faits avec le notaire de la succession il y a 3 ans. Elle a eu un moment d'hésitation. Très bref. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Mais moi, j'ai eu le temps d'observer beaucoup de choses dans ma vie. J'ai appris à lire les silences. Oui, bien sûr, elle a dit. Mais il y a eu un changement dans la réglementation. Les notaires demandent maintenant une mise à jour des documents pour les biens en indivision. C'est une nouvelle procédure. Édouard est au courant. Il m'a dit de passer vous voir parce qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. J'ai regardé l'enveloppe encore une fois. Je peux lire le document ? Bien sûr, elle a dit immédiatement. Trop immédiatement. Elle a sorti les feuilles de l'enveloppe et les a posées devant moi. 3 pages. Des petits caractères. Le genre de document qui décourage les gens de lire jusqu'au bout parce que c'est dense et technique et qu'on fait confiance à celui qui vous l'a apporté. J'ai pris les feuilles, j'ai mis mes lunettes et j'ai commencé à lire. Si cette histoire vous touche déjà, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Parce que ce que j'ai découvert en lisant ce document, ligne après ligne, m'a glacé le sang. Et je veux que vous soyez là quand je vous raconterai la suite. Céline regardait son téléphone. Elle faisait semblant d'être à l'aise, mais ses jambes bougeaient sous la table. Un mouvement léger, presque imperceptible. Les pieds qui se déplacent, qui se croisent, qui se redéplacent. La première page était effectivement un document notarié. Il y avait des en-têtes officielles, des numéros de référence, des tampons. Tout avait l'air sérieux. Si je n'avais été qu'une femme pressée qui fait confiance à sa belle-fille, j'aurais signé là, à la fin de la première page, et j'aurais pensé que c'était réglé. Mais j'ai tourné la page. La deuxième page était différente. Le ton changeait. Le vocabulaire devenait plus précis, plus juridique. Et au milieu d'un paragraphe que quelqu'un avait clairement espéré que je ne lirais pas, j'ai vu les mots « cession de droit ». Ce n'est pas une mise à jour de document. Ce n'est pas une régularisation administrative. Une cession de droit, ça veut dire que vous transférez votre part de propriété à quelqu'un d'autre. J'ai relu le paragraphe.
Lentement. Une fois, 2 fois. Selon ce document, en signant, je cédais ma part de l'appartement de Bordeaux, ma part entière, pour un montant symbolique d'1 euro, à une société civile immobilière dont je ne connaissais pas le nom. J'ai posé les feuilles sur la table, j'ai retiré mes lunettes. J'ai regardé Céline. Elle levait les yeux de son téléphone à ce moment-là, avec ce même sourire. « Alors, c'est bon ?» elle a demandé. « Non », j'ai dit. « Ce n'est pas bon. » Son sourire n'a pas bougé tout de suite. Il y a eu une demi-seconde où il est resté figé, comme une image qui tarde à se charger. Je lui ai expliqué calmement ce que j'avais lu. Je lui ai dit que ce document n'était pas une formalité administrative. Je lui ai dit que je comprenais très bien ce que signifiaient les mots « cession de droit ». Je lui ai dit que je n'allais pas signer. Elle a changé de tactique immédiatement. Mais à ça, vous avez peut-être mal compris. Le langage juridique est compliqué, c'est normal. Même moi, parfois, je ne comprends pas tout. Je n'ai pas mal compris, j'ai répondu. J'ai lu ce qui est écrit. Elle a essayé encore. Elle a dit que c'était pour protéger le bien. Que la société civile immobilière permettait une meilleure gestion. Qu'Édouard avait tout expliqué au notaire et que c'était vraiment la meilleure option pour tout le monde. Tout le monde. 1 euro pour ma part d'un appartement qui vaut probablement 250 000 euros sur le marché actuel de Bordeaux. Pour tout le monde. Je lui ai demandé de me donner le nom et le numéro du notaire pour que je puisse l'appeler directement. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas avec elle. Je lui ai demandé si Édouard était au courant du contenu exact de ce document. Elle a dit que oui, bien sûr, qu'ils avaient tout planifié ensemble. Planifié. Elle a utilisé ce mot-là. Planifié. J'ai regardé ma belle-fille, cette femme qui avait mangé à ma table des dizaines de fois, qui m'avait appelée belle-maman pendant des années, dont j'avais gardé les enfants certains week-ends quand ils étaient petits pour qu'elle et Édouard puissent souffler. Et j'ai pensé à mon mari, à Kofi, à ce qu'il aurait dit s'il avait été là. Kofi était un homme calme. Il ne se mettait presque jamais en colère. Mais il avait une façon de regarder les gens qui mentaient. Un regard long, sans animosité, mais sans pitié non plus. Comme s'il prenait le temps d'enregistrer ce qu'il voyait pour ne jamais l'oublier. Je pense que ce soir-là, j'ai eu ce même regard. J'ai remis les documents dans l'enveloppe. Je la lui ai rendue. « Je ne vais pas signer ça », j'ai dit. « Et je te conseille de ne plus revenir avec ce document. » Elle a pris l'enveloppe. Elle s'est levée. Elle a ramassé son sac. « Vous allez le regretter », elle a dit, très doucement, presque aimablement, comme si c'était un conseil et non une menace. Je n'ai rien répondu. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Je l'ai fermée derrière elle. Puis je suis retournée dans la cuisine. Mon café était froid. La télévision continuait à parler toute seule dans le salon. Je me suis assise et j'ai réfléchi. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler ma fille Nadia. Elle est avocate, Nadia. Pas en droit immobilier. Elle travaille dans le droit du travail, mais elle connaît suffisamment les bases pour m'aider à comprendre ce que j'avais entre les mains. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Maman, tout va bien ?» Je lui ai raconté, calmement, dans l'ordre, sans dramatiser, ce que Céline était venue faire, ce que j'avais lu, ce qu'elle avait dit quand j'avais refusé. Il y a eu un silence de l'autre côté du téléphone. Puis Nadia a dit « Elle t'a vraiment dit que tu allais le regretter ?» « Oui. » Un autre silence. « Maman, écoute-moi. Tu ne touches plus à rien qui concerne l'appartement de Bordeaux sans m'en parler d'abord. Ni un coup de fil, ni un mail, ni aucun document. Tu m'entends ? Je l'entends. Et tu n'as rien signé ? Rien. Elle a soufflé. Bien. Demain matin, on appelle le notaire qui a géré la succession de papa. Ensemble. Pas le notaire dont Céline t'a parlé. Celui qu'on connaît, Maître Fontaine. On vérifie exactement où en sont les droits de propriété sur ce bien et si quelque chose a bougé ces derniers temps. D'accord, j'ai dit. Maman, tu as bien fait de lire. Je sais, j'ai répondu. J'ai raccroché. La nuit tombait sur Paris. Les lumières de la rue commençaient à s'allumer par la fenêtre. Dans le quartier, les gens rentraient de chez eux, les enfants criaient dans la cour de l'immeuble d'en face, une mobilette pétaradait au loin. La vie normale d'un soir ordinaire. Sauf que pour moi, ce soir-là, quelque chose avait changé. Pas de façon violente, pas de façon spectaculaire, mais changé quand même. Pendant des années, j'avais fait confiance à ma famille. Pas aveuglément, je ne suis pas naïve, mais avec cette confiance naturelle qu'on accorde aux gens qui partagent votre table, votre nom, vos souvenirs. Ce soir-là, j'avais compris que cette confiance avait des limites, que certaines personnes,
même parmi celles que vous aimez, peuvent un jour regarder ce qui vous appartient et décider que ça leur appartient à elles. Et que le seul bouclier contre ça, c'est d'être attentive, de lire, de ne jamais signer ce qu'on n'a pas compris. Prosiga con 15 000 caractères en français 14-11. Le lendemain matin, j'ai attendu 9 heures pour appeler Nadia. Pas parce que je ne pouvais pas appeler plus tôt, mais parce que j'avais besoin de cette nuit pour mettre mes pensées en ordre. Pour ne pas parler avec la voix tremblante de quelqu'un qui vient de recevoir un choc, mais avec la voix calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut savoir. J'avais à peine dormi, pas à cause de la peur, plutôt à cause de cette activité étrange que le cerveau fait quand il essaie d'assembler des pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas vu venir. Je repensais à des détails, des petites choses que j'avais mises de côté au fil des mois et qui prenaient maintenant un sens différent. Par exemple, 6 mois plus tôt, Édouard m'avait posé une question en apparence anodine. Il m'avait demandé si je savais combien valait l'appartement de Bordeaux aujourd'hui. Je lui avais dit que je n'en savais rien, que je n'y avais pas pensé depuis des années. Il avait hoché la tête et changé de sujet. Sur le moment, j'avais trouvé ça bizarre, mais je n'y avais pas attaché d'importance. Maintenant, j'y attachais de l'importance. Et il y avait autre chose. L'année dernière, Céline m'avait posé une question sur le testament de Kofi. Elle voulait savoir si toutes les dispositions avaient bien été appliquées. J'avais dit que oui, que le notaire avait tout géré. Elle avait dit « super, c'est bien », et elle avait souri de ce sourire-là. Je ne dormais pas, mais j'étais calme. C'est important cette distinction. La colère et le calme peuvent coexister. On peut être en colère contre quelqu'un et rester calme dans sa façon d'agir. C'est même souvent la combinaison la plus efficace. À 9h moins 5, j'ai appelé Nadia. Elle avait déjà préparé les questions à poser à Maître Fontaine. Elle avait travaillé tard la veille, elle aussi. On était pareils, ma fille et moi. On a appelé le cabinet ensemble, en conférence. La secrétaire nous a mis en attente quelques minutes, puis Maître Fontaine a décroché. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai décrit le document que Céline m'avait apporté. J'ai utilisé les termes exacts que j'avais retenus. Cession de droit, société civile immobilière, montant d'1 €. Il y a eu un silence de l'autre côté. « Madame Assa, vous avez bien fait de ne pas signer », il a dit. « Et j'ai besoin que vous m'envoyiez ce document dès que possible. » Je lui ai expliqué que je n'avais pas gardé le document, que Céline l'avait repris en partant. Il y a eu un autre silence, plus court celui-là. « Très bien. Dans ce cas, je vais faire des vérifications de mon côté. Est-ce que vous savez si quelqu'un a contacté notre cabinet récemment en votre nom ? » « En mon nom ? Oui. Pour demander des informations sur le dossier de la succession, par exemple. » Je lui ai dit que non, pas à ma connaissance. Il m'a demandé de ne rien signer, de ne répondre à aucun courrier concernant ce bien et de le rappeler dans 2 jours. Il allait vérifier si le dossier avait été consulté, si des demandes avaient été faites et par qui. Après avoir raccroché, Nadia m'a dit « Maman, je veux que tu saches que tu n'es pas seule dans cette histoire. » « Je le sais, » j'ai répondu. Et je savais aussi autre chose. Que la prochaine conversation difficile ne serait pas avec le notaire. Ce serait avec Édouard, mon fils. Édouard avait 42 ans. Il était ingénieur dans une entreprise de construction. Un travail stable, un bon salaire. Il avait grandi dans cet appartement du 18e. Il avait fait ses études à Paris. Il avait rencontré Céline à l'université. Je l'avais vu devenir adulte, devenir père. J'avais pensé que je le connaissais. Je ne savais plus ce que je pensais. J'ai attendu 2 jours, comme Maître Fontaine me l'avait demandé. Pendant ces 2 jours, Édouard ne m'a pas appelé. Céline non plus. Le silence de leur côté était une réponse en soi. Le 3e jour, Maître Fontaine a rappelé. Ce qu'il m'a dit ce matin-là, assise dans ma cuisine avec mon café chaud entre les mains, je ne l'oublierai jamais. Madame Assa, notre cabinet a effectivement été contacté il y a environ 4 mois. Par une personne qui se présentait comme votre représentante légale et qui demandait des informations détaillées sur la composition de la succession de votre mari, notamment sur les biens immobiliers. Je n'avais désigné personne pour me représenter. Non. Et c'est pour ça que le cabinet n'a communiqué aucune information sensible. Mais cette personne a obtenu des informations générales, notamment la confirmation que l'appartement de Bordeaux faisait partie de la succession et que vous en étiez copropriétaire avec vos enfants. Il a marqué une pause. Par ailleurs, j'ai contacté le registre des sociétés civiles immobilières pour vérifier le nom que vous m'avez indiqué. La SCI en question a été créée il y a 7 mois. L'un des associés fondateurs est votre fils Édouard.
Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Ma part dans l'appartement de Bordeaux représente environ 1/3 de la valeur totale du bien. À 1 euro symbolique, c'était donc environ 80 000 € que j'aurais transférés sans le savoir. 80 000 €. Et Céline était venue avec ses airs de belle-fille affectueuse, son sourire préparé, son enveloppe Kraft, en espérant que je signerais sans lire. Maître Fontaine m'a recommandé de conserver une trace de tout. Les appels, les dates, ce que j'avais vu dans le document. Il m'a dit que si le document avait été fabriqué avec une fausse représentation de mes droits, c'était potentiellement une tentative de fraude. Il m'a mis en contact avec un confrère spécialisé en droit patrimonial. Quand j'ai raccroché, je suis restée immobile un long moment. J'avais élevé Édouard. Je lui avais appris à lire, à faire ses lacets, à traverser la rue en regardant des deux côtés. Je lui avais lu des histoires le soir quand il avait peur du noir. Je l'avais conduit aux urgences 3 fois dans son enfance, une fois pour une cheville cassée, une fois pour une allergie, une fois pour une fièvre qui ne voulait pas descendre. J'avais pleuré à son mariage. J'avais été présente à la naissance de ses 2 enfants. Et lui avait signé les statuts d'une société civile immobilière en sachant que Céline allait venir me demander de céder ma part pour 1 euro. Il y a des douleurs qui n'ont pas de nom précis. Ce n'est pas la même chose que la tristesse ordinaire. C'est plus profond et plus froid. Comme si quelque chose se retirait lentement, quelque chose en quoi vous aviez cru sans même vous en rendre compte. J'ai appelé Nadia. Je lui ai tout rapporté. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Maman, est-ce que tu veux lui parler ?» À Édouard. « Est-ce que tu veux l'appeler toi-même ?» J'ai réfléchi. « Oui, j'ai dit, mais pas maintenant. Pas aujourd'hui. Je voulais d'abord rencontrer le notaire spécialisé. Je voulais comprendre exactement où j'en étais juridiquement. Je voulais avoir toutes les informations avant de parler à mon fils, parce que je savais que si je l'appelais dans cet état, je risquais de pleurer. Et je ne voulais pas pleurer devant lui. Pas pour cette raison-là. La semaine suivante, j'ai rencontré Maître Delacroix, l'avocat en droit patrimonial que Maître Fontaine m'avait recommandé. Son cabinet était dans le 9e arrondissement. Une femme dans la cinquantaine, précise, directe, efficace. Elle a examiné les informations que j'avais. Elle a confirmé que sans le document original, il était difficile d'aller plus loin sur le plan juridique, mais elle m'a expliqué que je pouvais déjà prendre des mesures préventives. Elle m'a conseillé de faire établir un état précis de mes droits de propriété sur le bien de Bordeaux, de les faire inscrire formellement pour qu'aucune transaction ne puisse être effectuée sans mon accord explicite et vérifié. Elle m'a aussi dit quelque chose d'important. Si votre belle-fille revient avec un nouveau document, ou si quelqu'un d'autre vous contacte en rapport avec ce bien, n'acceptez rien sans passer par moi d'abord. Vous avez le droit de prendre le temps qu'il vous faut. Personne ne peut vous forcer à signer quoi que ce soit dans l'urgence. Personne ne peut vous forcer à signer quoi que ce soit dans l'urgence. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt. Pas parce que j'en avais besoin, j'avais su refuser. Mais parce que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de gens qui font confiance à leur famille ne savent pas que cette phrase est vraie. Que la pression et l'urgence que certains créent autour d'une signature sont souvent des outils de manipulation et rien d'autre. J'ai rentré chez moi ce soir-là en marchant lentement. Il faisait encore un peu froid pour la saison. Ce genre de froid de printemps parisien qui hésite. Les arbres du boulevard commençaient à avoir leurs premières feuilles, ces feuilles vertes très claires qui ne durent que quelques semaines avant de foncer. Kofi aimait ce moment de l'année. Il disait que c'était le moment où Paris se souvient qu'elle est belle. Je me suis arrêtée un instant sur le trottoir. J'ai levé les yeux vers les arbres et j'ai pensé que mon mari avait travaillé toute sa vie pour construire quelque chose. Pas quelque chose d'énorme, pas une fortune, juste une stabilité. Un appartement à Paris, un bien à Bordeaux, un peu d'épargne, une retraite pour moi. Le genre de choses qu'on construit lentement, sur des années, en faisant attention, en ne gaspillant pas, en pensant à l'avenir. Et quelqu'un, dans ma propre famille, avait décidé que ça valait la peine d'essayer de me voler ma part. 2 semaines après la visite de Céline, Édouard a finalement appelé. Je n'avais pas pris les devants parce que je voulais voir s'il appellerait de lui-même. Je voulais savoir si, dans le fond, il avait suffisamment de conscience pour faire ce premier pas. Il a appelé un dimanche matin. « Maman », sa voix était tendue. « Est-ce que tu vas bien ?»« Je vais très bien », j'ai dit. Il y a eu un silence. Céline m'a dit qu'elle était passée te voir. « Oui », j'ai dit. « Elle est passée. » Autre silence. « Et tu n'as pas signé le document ?»« Non. » Il a pris une longue respiration. « Maman,
Je veux t'expliquer. Ce n'était pas ce que tu crois. La SCI, c'est pour protéger le bien, pour éviter les problèmes de succession plus tard, pour les enfants, Ces enfants, mes petits-enfants. Il utilisait mes petits-enfants comme argument. Édouard, j'ai dit, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu savais que le document que Céline m'a apporté me demandait de céder ma part pour 1 euro? Silence. Est-ce que tu savais? Maman, c'est plus compliqué que ça. Non, j'ai dit. Ce n'est pas compliqué. C'est une question avec une réponse très simple. Est-ce que tu savais, oui ou non? Il n'a pas répondu. Sa non-réponse était une réponse. J'ai continué, toujours avec la même voix calme. J'ai parlé à un notaire et à un avocat. Mes droits sur l'appartement de Bordeaux sont sécurisés. Aucune transaction sur ce bien ne peut se faire sans mon accord formel et vérifié. Si quelqu'un essaie de faire autrement, ce sera traité comme une fraude. Je t'entends, il a dit. Sa voix était différente maintenant, plus basse. Bien, alors maintenant je vais te dire autre chose. Je ne vais pas couper le contact avec toi. Tu es mon fils et ça ne change pas. Mais je ne vais plus faire semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé. Et je ne vais plus signer quoi que ce soit sans mon avocat. Maman, je t'aime, Édouard. Mais l'amour et la confiance, ce n'est pas la même chose. La confiance se gagne. Et elle peut se perdre. J'ai raccroché. Je ne pleurais pas. Je pensais que j'allais pleurer, mais non. Il y avait juste cette sensation particulière, comme quand on pose quelque chose de lourd qu'on portait depuis longtemps. Pas du soulagement exactement, plutôt de la clarté. Dans les semaines qui ont suivi, Céline ne m'a plus contactée. Édouard appelait de temps en temps des conversations courtes, prudentes, comme 2 personnes qui apprennent à se reparler après avoir cassé quelque chose. Ce n'était pas facile. Ça ne le serait sans doute jamais complètement. Mais je continuais ma vie. Mon jardin sur le balcon avançait bien. J'avais planté des tomates cerises cette année pour la première fois. Les voisines du 4e m'avaient demandé comment je faisais, et on avait eu une longue conversation par la fenêtre, comme dans le temps. J'allais à mes cours de broderie le mercredi. Je lisais le soir. Je prenais mon café du matin en regardant la rue. Et un après-midi, environ 2 mois après cette histoire, je suis allée à Bordeaux. Pas pour l'appartement directement, mais parce que ça faisait longtemps que je n'y étais pas allée et que j'avais envie de voir ce bien, de le voir de mes propres yeux, de me rappeler que c'était réel, que c'était à moi, que ça resterait à moi. L'appartement était loué à une famille. Je n'ai pas sonné à leur porte. Je me suis contentée de regarder la façade de l'immeuble depuis le trottoir d'en face. Un vieil immeuble du début du XXe siècle, pierre beige, volets verts. Kofi avait acheté ça en 1983. Il était venu tout seul de Paris en train pour signer les papiers. Je me souvenais qu'il m'avait appelé de là-bas avec une cabine téléphonique. Sa voix était joyeuse. Il avait dit « Ah ça, j'ai signé. C'est à nous maintenant. C'est à nous. » J'étais restée debout sur ce trottoir bordelais peut-être 10 minutes. Le soleil donnait sur la façade. Les volets du 2e étage étaient entr'ouverts et on entendait vaguement des voix à l'intérieur. Une vie normale d'une famille normale dans un appartement ordinaire. Et puis je suis repartie. Je n'avais pas besoin de plus que ça. Juste de voir, juste de confirmer que les choses étaient à leur place. Certaines personnes pensent que l'âge rend fragile, que les années effacent l'attention, la vigilance, la capacité à comprendre ce qui se passe vraiment autour de soi. Que les vieilles femmes surtout, les femmes seules, les femmes qui ont perdu leur mari, peuvent être guidées facilement, manipulées doucement, convaincues qu'elles n'ont pas bien compris. Ce que ma belle-fille n'avait pas compris, c'est que j'ai passé 67 ans à apprendre à lire le monde. Les gens, les situations, les documents, les silences, les sourires qui ne vont pas jusqu'aux yeux. Je n'avais pas signé parce que j'avais lu. Et j'avais lu parce que j'avais toujours su qu'on ne devrait jamais faire confiance à quelque chose qu'on n'a pas compris soi-même. Voilà ce que je voulais vous raconter. Pas pour vous mettre en garde contre vos familles. Pas pour vous dire que les gens sont mauvais. Mais pour vous dire que prendre le temps de lire, de comprendre, de poser des questions, ce n'est pas de la méfiance. C'est du respect pour soi-même. Mon mari m'avait appris ça aussi. Il disait toujours « Signe seulement ce que tu as lu et relis-le une 2e fois. Je suis à ça. » Et ce jour-là, j'ai relu 2 fois. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la avec eux. Et si vous voulez rester, écrivez dans les commentaires le mot « dignité », parce que c'est exactement ce dont il s'agissait.